tu t'appelles Séverine, c'est quoi ce qu'on appelle ton client type, persona? Quel est ton business? Qu'est-ce que tu vends? Quels sont tes concurrents? Qu'est-ce que tu cherches à faire? Il va te créer le site internet en temps réel et tu vas avoir le site qui va apparaître avec les couleurs que tu veux. Et puis à un moment, tu vas dire, c'est bien le bleu, je veux du bleu clair. Et tu dis, mets-moi du bleu clair. Et on va avoir ton site qui apparaît en bleu clair. Et tu vas pouvoir cliquer sur le bouton publier. Et le site apparaît en ligne. Et après, si tu veux, tu as un autre bouton à côté pour avoir ton propre nom de domaine, séverine.com. Et tu cliques et ça y est, tu as ton site internet avec ton nom de domaine et ta page ou ton système d'information, différentes pages, des centaines de pages qui sont créées. Et donc aujourd'hui, on a une véritable révolution, c'est qu'on n'a plus besoin, on va dire, de coder. On a juste besoin de réfléchir, de trader et de pouvoir réfléchir à des business. Et aujourd'hui, avec l'IA, les agents IA et ce qu'on appelle le vibe coding, on est capable de lancer des business assez facilement, sans aucune expérience technique. Je ne sais pas, enfin, je ne sais pas forcément coder. Et aujourd'hui, je ne veux plus coder du tout parce que l'IA le fait très bien pour moi. Et on est capable de créer des sites internet. Donc, c'est une véritable révolution qui intervient sur le vibe. Charlie, tu veux intervenir un mot sur le vibe coding? Je sais que c'est un sujet qui te passionne. Tu veux? Oui, si tu veux, oui. Ah, vas-y. Ouais. Qui sait ce que c'est que le vibe coding ici? Ouais, ça ne m'étonne pas trop. En vibe coding, c'est coder en parlant à l'ordinateur, en échangeant avec l'IA. Donc, c'est un peu la grande tendance actuelle en développement. Donc, moi, je suis développeur, je développe des systèmes. Je développe des systèmes notamment qui automatisent les remplacent ou, comme je dirais tout à l'heure, ça remplace pas, ça augmente. Donc, c'est un sujet que je connais bien. Il y a une espèce de croyance autour du vibe coding que ça va remplacer les développeurs. En fait, c'est pas du tout le cas. On pense que, par contre, ça permet effectivement d'échanger avec la machine différemment. C'est-à-dire qu'au lieu d'écrire des instructions à la main et d'apprendre tout un langage qui serait compliqué, on va échanger à la machine. Ça va permettre de s'interfacer avec la machine de façon beaucoup plus naturelle et beaucoup plus basée sur le langage humain que sur un langage un peu technique. Donc, ça va permettre à l'utilisateur lambda, on va dire, avoir beaucoup plus d'interactions, de pouvoir faire beaucoup plus de choses, mais on n'en est pas encore au stade où on pourra tout faire. Il y a beaucoup de faire. Il y a une réalité, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises sont en train de revenir un petit peu en arrière, je l'expliquerai tout à l'heure, de se dire, bon, c'est pas mal, mais on n'y est pas encore. Voilà. Donc, c'est extrêmement intéressant pour les gens qui n'avaient pas la maîtrise de l'outil informatique, comme moi je peux l'avoir, ou comme certaines autres personnes, parce que ça va leur permettre de faire des choses, mais on n'est pas encore au stade où ce qu'on appelle l'AGI, c'est-à-dire où on va pouvoir vraiment tout faire en parlant avec un ordinateur, un peu comme on le verrait dans les films. Voilà. Merci, John. Le rêve est en ligne et gratuit. J'ai toujours rêvé d'avoir mon intelligence artificielle chez moi, sur mon ordinateur, où je mets mes informations, mes photos, mes coordonnées bancaires, les coordonnées de mes clients, les informations bancaires de mes clients, mais j'ai le droit de le faire. Parce que des fois, je peux avoir des problématiques si je ne respecte pas bien la loi, comme le RGPD ou l'IA Act, où je peux avoir des envies confidentielles. Je pense à certaines personnes qui veulent absolument avoir leur IA chez eux, et je leur ai expliqué comment avoir ta propre IA chez toi, sans payer, avec ce qu'on appelle des IA open source. Donc, il y a plein de solutions fantastiques qui marchent avec Google Cloud et autres, pour des grosses entreprises, pour des fois, comme l'a très bien dit, pour lancer une startup, pour lancer des projets perso, on peut faire du vibe coding et on peut avoir sa propre IA de confiance. Et donc, comment faire pour avoir votre propre IA de confiance chez vous, gratuitement, où vous allez pouvoir télécharger, par exemple, le lien que je vous ai mis là, OpenAI, ce qu'on appelle le GPT-OSS. Donc, en fait, c'est OpenAI, c'est ChatGPT. C'est une version qu'on appelle GPT-OSS 20B, bref, vous verrez le détail technique. En fait, concrètement, vous allez télécharger l'intelligence artificielle, vous allez la mettre sur votre ordinateur, donc il faut quand même des caractéristiques techniques de votre ordinateur, il faut quand même mettre ça sur votre téléphone portable, un bon ordinateur, un bon Mac qui tourne, et vous allez télécharger l'IA sur votre ordinateur, et vous allez dire à l'IA, je ne veux plus qu'il y ait aucune information qui sorte sur Internet, et vous allez pouvoir donner toutes vos informations, toutes vos données, et vous allez pouvoir chatter avec votre IA à vous, qui vous appartient, et vos données, sans rien payer. Qui avait déjà entendu parler de cette OpenAI gratuite open source? Mademoiselle, ouais. Il y a Mademoiselle qui veut un cadeau derrière. Vas-y. Vas-y. Non, t'as raison. Vas-y. C'est quoi? C'est le LLM qui est téléchargé et installé sur l'ordinateur?
Exactement, c'est le LLM, donc c'est GPT-OSS 20B qu'on télécharge sur son ordinateur. Et ensuite, on va pouvoir avoir un chat, on va avoir des fonctions d'OpenAI, on va pouvoir discuter sur son ordinateur avec des données de confiance. Tu parlais de caractéristiques techniques, il faut quoi comme puissance? Parce que ça dépend de la taille du modèle, 20 milliards de paramètres. Exactement. Exactement. Donc, il y a GPT-OSS 20B avec des milliards de paramètres, ou il y a GPT-OSS 120B qu'on peut utiliser. Donc là, c'est quasiment une IA qui est extrêmement puissante. Et donc, en fait, c'est une très bonne question. Je ne vais pas vous casser trop les pieds sur la caractéristique technique, mais concrètement, si vous achetez le dernier Apple Mac Mini, ça marche. Et de toute façon, je vous parlerai après. On a créé une communauté, on a créé un lieu d'échange où je vais vous expliquer tout, comment vous allez pouvoir le télécharger étape par étape facilement. Quel ordinateur il vous faut pour que vous puissiez avoir votre propre LLM chez vous dans votre entreprise ou à titre perso. C'est ça, tu as une autre suggestion, tu as un autre débat? Super, merci Christophe. Moi je t'en prends le micro, ça va prendre. C'est moi qui ici. Hop là. Donc, qui a entendu déjà parler de ces OpenAI, cette IA gratuite sur votre ordinateur? Qui a déjà entendu parler de ça? Dan? Ouais. C'est révolutionnaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir donner vos fichiers clients, vous allez pouvoir donner vos photos, vous allez pouvoir donner toutes vos données. Moi, je n'ose pas donner mes données de mes clients à ChatGPT, je n'ai pas forcément droit. Et bien là, hein? C'est une très bonne question. En fait, comment tu es sûr? Alors, c'est une très bonne question. Déjà, tu peux être sûr, parce que déjà, tu peux télécharger ce qu'on appelle le fameux LLM, comme dit très bien Christophe. Tu la mets sur ton ordinateur et après, tu peux quasiment découper en via Internet. Tu coupes le câble réseau et en fait, toute l'IA reste chez toi en local. Et après, il y a un paramètre qu'on explique dans la communauté gratuitement comment tu peux vérifier si tu veux connecter ton ordinateur à l'IA, comment tu peux être sûr qu'il n'y a aucune information qui sorte. Parce qu'en fait, tu fais tourner l'IA en local, ce qu'on appelle avec l'IA CLM, sur ton ordinateur, et les questions que tu as posées restent en local sur ton ordinateur, et les réponses viennent en local sur ton ordinateur. Et donc, on est en système fermé, c'est-à-dire que les données. Je prends le micro. On est en système fermé, du coup. Les données sont seulement celles qu'on fournit, c'est ça? Exactement, les données restent en système fermé et en local. On n'utilise pas des données extérieures non plus. Tu pourrais avoir un flux entrant et pas sortant. Là, on n'a aucun flux. Exactement, tu n'as aucun flux sortant. Ça, tu as d'abord un flux entrant au début, tu prends ton ordinateur, parce que j'ai quasiment un ordinateur chez moi qui ne tourne qu'avec ça, où j'ai un ordinateur, j'ai rien dessus. J'ai téléchargé une IA open source. Alors, il y en a, je vous ai parlé de celle-ci parce que vous connaissez OpenAI. Il y en a de nombreuses IA open source. On a aussi une IA française qui s'appelle le chien Mistral. Et donc, en fait, on télécharge ce fameux LLM sur votre ordinateur. Vous la téléchargez et après, vous pouvez enlever le câble Internet, vous enlevez le Wi-Fi et vous allez pouvoir donner vos données que vous avez confidentielles et rien ne sort. Là, tu peux passer avec le micro? Vas-y, Cyril. Moi, j'ai des données sensibles, par exemple, sur des patients, des sportifs, ça ne peut pas fuiter. Et je ne comprends pas comment on peut les mettre à disposition. En fait, l'IA, elle sort à un moment donné. Enfin, on est obligé d'avoir des infos. Si on pose une question qu'elle nous répond, elle va chercher les infos ailleurs. Donc, elle est forcément connectée à un moment donné. Et là, on ne peut pas se faire pirater, par exemple. Ça n'existe pas. On ne peut pas se faire pirater. On a Christophe. En fait, quand tu télécharges le modèle, il y a déjà toute une base, il y a une forme d'intelligence. C'est un modèle qui est entraîné sur des datasets, sur les données. Donc là, ce que tu récupères, c'est déjà tout l'héritage de cet entraînement que tu installes localement. Et une fois qu'il est local, lui, tu vas pouvoir l'alimenter avec tes propres données. Et comme le disait justement Franck, oui, Christophe. Tu peux absolument pas de cadeau. Tu peux faire le test, tu peux faire le modèle et tu peux envoyer l'avion. Tu verras. Et d'ailleurs, sur tous les téléphones, aujourd'hui, il y a des modèles embarqués. Tu ne s'en rends pas compte. Ça veut dire qu'il n'y a plus de piratage possible nulle part. Alors, non, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de piratage. Oui, c'est ça que je me pose comme décideur que n'importe qui. Enfin, moi, j'ai un ami qui travaille pour la NASA, par exemple, ils ne seront plus jamais piratés. Si télécharge ça. Si jamais tout cet environnement est mis en place dans complète civeauté, c'est-à-dire déconnecté, donc c'est que, comme le disait Florent, c'est les flux rentrants, si tu n'as que les flux rentrants, parce que là tu te protèges. Et c'est lié, c'est un cas particulier, parce qu'après ça pose la question aussi de la mise à jour des modèles, etc. Donc, merci d'être venu en premier rang. En fait, la question est que moi j'utilise par exemple Metacopilot ou un autre qui s'appelle Marcus. Et en fait, du coup, il personnalise toutes mes réponses. C'est-à-dire que dans plusieurs conversations, je vais rentrer des données. Et du coup, il va s'adapter à moi. Je vais lui donner des titres précis, mon âge, des informations personnelles. Est-ce que OpenAI le fait aussi?
En fait, Parce qu'il va du coup me redonner des réponses dans le futur qui s'accordent à ce que je lui ai dit. En fait, on en revient en fait, à la question par rapport à tu veux ou pas. Alors, mais c'est une très bonne question en fait. Comme tu dis, quand tu travailles à la NASA, ils ont un ordinateur, ils vont télécharger une IA, et après ils vont enlever Internet, ils vont mettre leurs données dessus, et ils savent qu'il n'y a absolument aucune connexion, Internet sort. C'est vraiment la sécurité la plus sûre. Tu mets ça dans une chambre blanche. Ensuite, tu peux avoir envie, peut-être c'est ce que tu voulais exprimer, de pouvoir des fois télécharger de plus d'informations. Parce que tu dis, voilà, je veux savoir ce qui se passe au niveau poli en 2025 en France. Et là, tu peux dire, je veux des flux entrants qui viennent sans qu'il y ait de flux sortants, comme tu as très bien dit. Mais comme l'a très bien dit ici Christophe, ce que tu vas télécharger aujourd'hui, c'est une IA qui a plus de 20 milliards de paramètres. Donc, elle est beaucoup plus forte que ce que nous, on utilise aujourd'hui. Et en fait, le problème de l'IA, c'est nous. Parce que nous, on est des humains, on a peur de l'IA, on n'a pas envie de donner les photos de moi quand j'étais petit, j'avais des boutons et tout ça. J'ai pas envie de donner mes données clients. Et donc, le problème de l'IA, c'est qu'elle n'a pas les bonnes informations et elle te répond partiellement avec un prompt, parce que je ne sais pas écrire des prompts, moi non plus. Je vous montrerai après comment écrire des prompts. Donc, on ne sait pas très bien écrire à l'IA. On pense que c'est Google, mais ce n'est pas Google, l'IA. On pense que c'est un humain, ce n'est pas un humain. Et en fait, l'IA peut avoir un système de langage qu'on appelle des prompts, ou en fait, donc savoir rédiger un prompt. Et je vais vous expliquer comment rédiger des prompts, de façon en tout cas. Et donc, plus tu donnes des informations importantes à l'IA, plus tu me donnes un bon prompt, plus tu vas être capable d'obtenir des réponses précises. Tu vois un sujet, vas-y. La dernière question que j'avais, c'était est-ce que vraiment on peut aller savoir, par exemple, où sont stockées les données? Un data center, en fait. Ouais. Comme sur Facebook, on peut retrouver une traçabilité là-dessus. Est-ce que vous avez déjà vu un aperçu là-dessus? Christophe, tu vas terminer, puis tu as un micro. Sur le stockage et la localisation de la donnée. En fait, ça, c'est à la main des clients. C'est les clients qui décident exactement de où ils veulent positionner leurs données. En l'occurrence, quand tu télécharges un modèle, et comme il est franc, justement, ces données, elles restent locales. Si c'est sur un ordinateur, tu fais juste le modèle que tu vas pouvoir ensuite faire fonctionner sur tes données. Et tes données restent locales. Si maintenant tu veux prendre tes données et le mettre dans le cloud, typiquement, parce que le cloud bénéficie aussi de ses propres capacités avec ses propres modèles, ce qui évite d'avoir un ordinateur surpuissant, par exemple, au bureau. Parce que là, tu vas raisonner, tu vas t'appuyer sur la force du cloud pour ça. Donc c'est toi, en fait, qui choisis ensuite derrière, en termes de gouvernance de la donnée, où est-ce que tu la stockes. Tu as des problèmes de conformité aussi, de réglementation, qui peuvent t'imposer justement, par exemple, de ne pas les mettre sur un territoire américain au hasard. Alors Christophe peut très bien intervenir parce qu'il connaît très bien ce sujet, de par ton métier, et Charlie aussi. Alors, un modèle, c'est en fait une photo à un moment donné d'un ensemble de données. Donc imaginons que je prends la photo d'Internet au 13 janvier. Dans mon modèle que je vais télécharger, j'aurai, on peut schématiser ça comme ça en gros, une photo d'Internet jusqu'au 13 janvier. C'est-à-dire que si sur mon ordinateur, je prends un modèle, et un modèle, c'est un truc inerte, c'est pas un programme, c'est comme une base de données en fait où il n'y a que de la data. Donc quand on dit on va prendre un modèle et on va l'installer sur son ordinateur, ça veut dire qu'on prend un truc qui ne peut absolument rien faire, qui n'a aucune intelligence, et on va lui mettre un petit programme qui va s'exécuter sur l'ordinateur, qui va être capable d'aller l'adresser intelligemment pour en extraire les données par rapport à quelque chose qu'on va lui demander. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'une fois que j'ai téléchargé ce modèle sur mon ordinateur, si je me déconnecte d'Internet, ce modèle, il aura une intelligence jusqu'au 13 janvier. Si je lui demande quelque chose au 14, au 15 ou au 16 janvier, il n'aura pas les données pour satisfaire ma réponse. C'est là où, effectivement, c'est intéressant, en plus, d'avoir un flux pour aller chercher des données sur Internet pour enrichir le modèle ou télécharger une nouvelle version du modèle qui sera plus à jour. C'est pour ça qu'effectivement, une IA que vous allez installer localement sur votre ordinateur, elle va pouvoir répondre à des questions jusqu'à une certaine date ou jusqu'à un certain nombre de connaissances à date scientifique ou sociale ou politique ou quelque chose. Voilà. Merci Christophe, merci Charlie. Et donc, là on attaque, maintenant on a vu ce premier sujet de l'IA, gratuite, open source, sans rien payer. Maintenant on passe au deuxième volet qui me passionne encore plus, ces fameux agents IA. Et donc aujourd'hui, ces agents IA peuvent quasiment tout faire. Il y a ce qu'on appelle des workflows, et je vais vous expliquer après ce que c'est un workflow, comment vous êtes capable de créer en fait un flow d'informations pour dire à l'IA, si je reçois un message WhatsApp, tu réponds ça. Si le deuxième message WhatsApp, parce que la personne veut commander, tu envoies un SMS avec un bon d'achat pour acheter. Ensuite, si je reçu le paiement, tu envoies quasiment par courrier
mon livre. Et donc, l'IA est aujourd'hui capable de le faire. Donc, aujourd'hui, on met en place des agents IA pour quasiment toutes vos problématiques, que ça soit pour la gestion de vos données confidentielles d'entreprise, pour la gestion de vos payes, pour la gestion de vos clients, pour la comptabilité. On met en place des agents IA. Donc, les utilisations, on les voit. Justement, tout ce qui est vente, ça marche très bien. Marketing, tout ce qui est business, paye et ressources humaines. Donc, c'est des cas d'utilisation qui sont aujourd'hui faciles à mettre en place. On a même déjà ce qu'on appelle, nous, des templates de workflow. Donc, on a déjà des exemples qui sont déjà préconfigurés qu'on peut utiliser. Et donc, nous, en interne, on utilise régulièrement des agents IA open source sur notre ordinateur où on va lui dire, voilà, tu te connectes à notre IA à nous, avec nos données clients qui sont sur mon ordinateur chez moi, comme l'a très bien dit Christophe et mon ami Charlie. Et en plus de ça, maintenant, tu automatises des choses. Quand je te pose une question, tu es capable d'envoyer un email, tu es capable de faire ma présentation avec mission. Parce qu'aujourd'hui, le vrai problème, c'est quand on demande une presse à Gemini, on lui donne qu'un début de texte. Gemini, fais-moi une présentation sur Google Slides. Et Gemini dit, t'es pas clair, Séverine, t'es pas clair, Franck, je sais pas ce que tu veux. Si on donne toutes les informations sur Google Drive, elle te fait les slides exactement comme tu veux. Et tu n'as aucun problème de sécurité. Donc aujourd'hui, voilà le deuxième cas concret après l'IA, les agents IA. Un peu d'autopub pour Google Agent Space, je ne sais pas pourquoi. Google Agent Space et Google Vertex AI, et il y a peut-être d'autres solutions qui vont arriver de chez Google, qui sait, bientôt. On a aussi des solutions qui viennent de sortir hier d'un confrère concurrent à Google qu'on appelle OpenAI, qui a sorti un outil qui s'appelle Builder. Alors, attends, qui a entendu parler d'Agent Builder? Il y a quelqu'un qui veut gagner une coupe de champagne par là. Et là aussi, décidément, il y en a deux qui sont chauds là. Ouais, putain. Donc, il y a une conférence d'OpenAI. Excuse-moi? Ça pue pour N8N. Ça pue pour N8N, exactement. Ça pue pour N8N. Ça tombe bien, on parle de choses qui sont bons, Agent Builder, et après, on va parler des choses qui puent, comme N8N. Merci pour la transition que je vais faire avec N8N. Donc, Agent Builder, c'est quoi? C'est un outil qui est gratuit par OpenAI. Il vous dit, maintenant, tu vas pouvoir chatter avec ChatGPT et il va te faire des automatisations. Et donc, vous pouvez faire les tests en libre accès sur OpenAI, chatgpt.com, et vous pouvez créer vos propres workflows. Donc, je vous ai montré un exemple de workflow qui vous explique, voilà, si tu as ce type d'information qui arrive en bas à droite, et tu fais ça, et ensuite tu envoies un SMS, tu envoies un email, tu réponds à mes messages, tu envoies un rendez-vous client à mon fichier et autres. Donc aujourd'hui, voilà, on a toutes sortes de solutions qui arrivent. Je vous parlais aussi d'un autre challenger qu'on appelle Facebook. Et donc, son fondateur, Mark Zuckerberg, dit qu'aujourd'hui, les agents IA, c'est une véritable révolution et que demain, tout le monde aura chacun plusieurs agents IA, même à titre personnel. Parce qu'aujourd'hui, on en a marre chaque fois qu'on reçoit je sais pas, des emails, on doit répondre manuellement. Tiens, en fonction de mes clients, qu'est-ce que je lui dis? Maintenant, on va avoir des agents IA qui arrivent gratuitement. Et donc, on a des solutions d'agents IA en ligne, dont Agent Builder, qui sont bons. Et ensuite, pour ce qui pue, vas-y, mademoiselle, on a N8N. Alors, N8N, c'est la même chose que en fait, OpenAI Agent Builder ou Agent Space, sauf que ça peut être en ligne ou ça peut être gratuitement sur votre ordinateur. Vous pouvez télécharger N8N, c'est ce que nous on fait. On télécharge N8N, on est sur notre ordinateur avec nos données et on demande à l'agent de faire les actions automatiquement sans qu'il y ait d'informations qui sortent sur Internet que je n'ai pas demandé, à part répondre à ma presse. Et donc aujourd'hui, il y a quasiment 6000 templates d'agents IA. Alors qui sait ce que c'est un workflow? Il y a des bruits ici, je suis au milieu là, mais aussi là. Alors un workflow, c'est ça. On lui dit, voilà, il y a ce type d'information qui arrive. Je reçois un SMS. Et tu vas router l'information et tu vas faire plusieurs choses. Tu vas dire, si se passe ça dans ce SMS, tu me fais toutes sortes d'actions. Je place un agent IA qui va réfléchir à ma place. Parce que je n'ai pas forcément chaque fois la réponse précise à chaque SMS ou email ou WhatsApp ou information. Ça peut être dire en fonction d'une information, en fonction de la bourse. Si le Bitcoin baisse, tu m'envoies une alerte et tu commences à voir où est-ce que je peux vendre ça. Donc aujourd'hui, on a ce qu'on appelle ce type de workflow. Et demain, si vous voulez, on vous accompagne gratuitement avec cette communauté qu'on a créée pour qu'on appelle des workflow programmeurs.
Alors, ça vous fait peur, il y a 2 mots en anglais dans une phrase, ça fait désolé. Workflow, donc c'est un système d'information, et programmeur, que vous avez programmé. Et en fait, l'idée, c'est que vous allez pouvoir créer vous-même vos propres agents IA facilement avec la création de workflow. Et sinon, il y a ces fameux 6000 templates de workflow. Et donc, en fait, c'est quoi ces templates? Ça ressemble à ça. Alors, on peut avoir même des templates pour créer des vidéos, par exemple, avec Google VO3. Aujourd'hui, il y a des templates qu'on télécharge gratuitement et on dit, voilà, je veux que tu me crées des images, je veux que tu crées des vidéos, je veux que tu les postes sur les réseaux sociaux, je veux que quasiment tu te renseignes en fonction de l'actualité dans notre secteur qui peut être peut-être l'activité au niveau des chiffres. Tu regardes l'information qui peut être utile et tu me crées une vidéo et tu vas la poster sur les réseaux sociaux et tu vas répondre aux commentaires automatiquement. Waouh! Bonsoir, je suis Elessa, je suis de Rio. C'est incroyable parce que j'ai besoin immédiatement de tout ça. C'est gratuit. Alors, comment est-ce qu'on commence? Parce que je fais des défilés, je fais des salons, je mets mon magasin Rio, j'habite ici, j'ai des jumeaux de 7 ans, j'ai un mari, je fais tout ça. Comment est-ce qu'on commence? Parce que moi, j'ai ça et un ordinateur. Et ma création. En fait, tu as le plus important. Le plus important, c'est aujourd'hui ce que Christophe, Mario, Charlie et moi, on veut te dire, c'est qu'enfin, surtout moi, c'est qu'en fait, il faut avoir de la création. En fait, aujourd'hui, les outils sont gratuits, sont en ligne, sont confidentiels. Et en fait, le plus important, c'est aujourd'hui justement de la création. Et ça tombe bien, on est accueilli, je remets en baissant encore que la photo, dans un lieu de création. Ce qui est important, c'est des gens qui ont des envies et qui savent les mettre en place. Et après… J'aime beaucoup ça, mais l'IA, je ne connais pas. Mais l'IA, maintenant, on a créé cette communauté où on veut t'aider à passer étape par étape. Et ces IA Afterwork, c'est aussi pour échanger, pour qu'on puisse s'entraider et que la communauté, maintenant franco-brésilienne, puisse s'entraider. N'est-ce pas, Mario? Vas-y. Une petite précision. Je pense une petite précision justement sur comment démarrer. La vraie question, c'est trouver où est-ce que l'IA va apporter plus de valeur dans ton job, dans ton quotidien. Parce que sinon, si tu regardes comme ça, la techno en tant que telle, il ne faut pas grand-chose tant que tu n'as pas justement trouvé le cas d'usage. Donc la première réflexion à avoir, c'est quoi le cas d'usage? Quels sont aujourd'hui mes plus gros pains, tu vois, dans mon quotidien, dans mon boulot, où est-ce que je passe le plus de temps, où je sais que ce n'est pas mon core business, donc peut-être que ça, je peux le déléguer. Donc c'est ça, poser la question dans tout son process, toutes tes activités au quotidien, là où tu peux justement, peut-être des choses sans valeur, les déléguer. Donc il faut vraiment raisonner sur les cas d'usage. Et après, en fonction des cas d'usage, là, c'est bien les questions techniques, parce que là, on parle beaucoup de technique, mais ce n'est pas le cœur du sujet. La technique en tant que telle, elle ne sert à aucune cause. Elle sert au business, la technique. Merci. C'est exactement ça, c'est que je parle quasiment pas à business, enfin j'essaye. L'idée, c'est qu'on lance des grands sujets. On essaie de vous expliquer qu'en fait, si vous avez cette création, il y a cette communauté qui est gratuite, que vous pouvez accéder, il y a ces discussions qu'on a maintenant, et ces outils, ces IA, maintenant, sont là pour vous comprendre et réussir étape par étape. Donc voilà, aujourd'hui, on a quasiment 6000 templates que vous allez télécharger, qui sont déjà préconfigurés, tu veux parler, et ensuite on peut utiliser. Juste une question pour être séquentielle, juste avant de savoir en quoi elle va être utile l'IA, mais tu disais tout à l'heure pourquoi c'est le premier micro, pour N8N. Vraiment. Parce que c'est pour la différence juste parce qu'il y a un nombre de templates limité versus Agent Builder qui est à l'infini, c'est quoi la différence? Bonne question. Je vais vous répondre en quelques mots. Quand je me présente, je m'appelle Jennifer Delalande, je suis ingénieure en IA, donc je suis un peu biaisée. Du coup, en fait, pourquoi ça pue pour les workflows N8N? Aujourd'hui, N8N, il te donne plein de templates gratuits, c'est très bien. En fait, il faut être légèrement technique pour certains points au niveau des workflows. Aujourd'hui, grâce à l'agentisation via ChatGPT, c'est-à-dire que tu peux prompter tes workflows. Et donc, tu n'es pas technique et en fait, tu vas pouvoir lui dire, en gros, en quelques mots, je veux que mon workflow il fasse ça. Et en fait, tu n'auras même plus besoin de réfléchir à où est-ce que tu mets ton API, etc. Il va le chercher pour toi. En gros, il va te faciliter la vie. Donc, en fait, je me dis ça pue parce que déjà, N8N, comme ils l'ont dit, il faut l'installer sur ta machine. C'est quand même une courbe d'apprentissage. Et en fait, GPT va te faciliter la vie. Donc, c'est pour ça. Donc ça ne fait rien et le agent user, c'est je ne pense pas que ça ne servira à rien parce qu'il y a quand même des workflows que tu vas vouloir contrôler et que N8N ça sert. Mais que, en fait, pour certains cas, tu vas forcément faciliter, choisir ChatGPT parce que ce sera plus simple, plus user-friendly.
Exactement, merci beaucoup, tu as complètement raison, c'est le User Experience qui est aujourd'hui mise à disposition gratuitement depuis hier sur Agent et OpenAI Agent Builder. Et donc aujourd'hui, vous pouvez commencer à créer vos propres workflows d'agents IA facilement en chattant comme vous faisiez avec ChatGPT pour poser des questions. Maintenant, tu dis, maintenant, j'en ai marre de te poser des questions depuis 3 ans, tu me donnes un texte. Maintenant, je te donne des commandes et tu exécutes. Et l'agent IA dit yes sir. Et donc, pour aller un peu plus loin par rapport à Newton, si demain vous voulez mettre en place des gros workflows d'automatisation, ce qui est aujourd'hui capable de faire, c'est que vous pouvez avoir des outils pour vous créer des workflows complets. Donc, pour résumer, on a l'IA, je résume. On a l'IA, on a les agents IA et OpenAI Agent Builder, c'est l'outil simple, comme tu l'as très bien dit, qui a une super user expérience. Si tu veux aller un peu plus loin, avec des outils gratuits open source, tu as N8N qui te crée ce qu'on appelle ces fameux agents IA. Et N8N n'est pas forcément très simple. Et donc aujourd'hui, il y a des outils où tu vas pouvoir discuter avec une autre IA, concurrent de Gemini, concurrent d'OpenAI, qui s'appelle Claude, donc Claude Code, et qui vous... Ça fait rire? Hein? Claude Code, c'est ça? Ouais, c'est Claude. L'IA, c'est une entreprise qui s'appelle Anthropic. C'est une des boîtes les plus valorisées aujourd'hui. Je crois qu'il y a parmi les 3 plus grosses IA au monde, après Gemini et OpenAI. Donc, c'est une très grosse entreprise d'AI. Ils ont mis en place un outil qui s'appelle Claude Code. Et donc, Claude Code va te créer des workflows d'agents IA par la texte et le voix. Donc, tu prends quasiment Claude Code, tu dis, voilà, je ne sais pas encore utiliser OpenAI Agent Builder, je ne sais pas forcément utiliser les outils d'agents IA de Google. Je vais utiliser un outil complet comme N8N parce que c'est open source et c'est surtout sur mon ordinateur. Mais je n'ai pas envie de tout programmer. Et ben, tu vas pouvoir discuter par chat avec Claude Code. Elle va te créer ton workflow d'agent IA. Après, j'arrête la part technique. Ah, et là, ça devient intéressant. C'est que maintenant, tout ça que je vous ai mis en place, c'est ce qu'on appelle des prompts pour créer des agents IA. Il y a 3 ans, je vous aurais dit écrire des prompts pour discuter avec l'IA. C'est fini, it's over. Maintenant, on a ce qu'on appelle des prompts pour créer des agents IA. Donc, en fait, c'est le même type de prompt, mais que j'utilise pour créer des agents IA. Alors, ce que je fais, je vous ai mis tous les modèles qui sont en libre accès dans la communauté. Je vous mettrai le lien après. Il y a plein de cadeaux qui sont offerts par Mario et Charlie après. Ça, c'est vrai. Ça te fait rire? Hein? C'est Noël, c'est exactement ça. En fait, l'idée, c'est s'entraider, tu vois. Je reste convaincu que déjà, merci à vous d'être venus. Donc, c'est aussi un cadeau que vous faites à Mario, Charlie et moi. Et donc, si on peut faire un give back, j'en suis ravi. Et donc, ce prompt, en fait, je le fais assez facilement. Donc, vous voyez, je mets en place une table des matières et je commence ce qu'on appelle en ouvrant une balise contexte. D'ailleurs, pas bien faite. Et je fais avec la balise contexte. Et donc, l'idée, c'est qu'en fait, je crée en fait ce modèle de prompt que j'ai et je lui demande, crée-moi justement avec Claude Code, parce que j'ai mis en place un MCP N8N, je vous en parlerai après ou pas du tout. Mets-moi ça, mon besoin, c'est ça, ça, ça. Et donc, c'est un modèle de choses où je lui dis, voilà, quasiment, je lui dis quoi faire. Je lui dis, tu dois me créer ça, voilà le contexte, voilà les objectifs, voilà les besoins, et je lui demande directement, tu m'installes directement ça sur N8N. Et Claude Code va créer votre agent IA, ce qu'on appelle un workflow d'agent IA, et va l'installer directement sur N8N pour que vous n'ayez plus qu'à aller sur Start. Et vous avez votre agent IA. Ça fait un tout le monde. Je suis marrant, quoi. Je veux dire, c'est vachement technique, ça fait rire les gens, tant mieux. Je pensais que vous allez pleurer. Un autre prompt que je peux utiliser, moi, pour faire ce qu'on appelle la multidiffusion, c'est en fait pareil. Je lui écris en fait un contexte. Donc là, c'est la même chose. Tu m'écris un article en tant que copywriter avec ce qu'on appelle la méthode AIDA, A-I-D-A. Et en fait, tu m'écris un texte de 4000 caractères. Et donc, en fait, moi, j'utilise ce même prompt que j'utilisais avant dans l'IA il y a 3 ans. Celui d'avant, c'est pour créer des agents IA. Donc, pareil, tous ces prompts que j'utilise tous les jours, ils sont disponibles en libre accès que vous pourrez paramétrer. Donc là, si vous voulez créer du contenu, c'est vraiment un bon prompt que j'utilise. Ou, comme vous voyez très bien, en fait, j'ouvre ce qu'on appelle les balises. Et en fait, je dis à l'IA, voilà toutes les choses que tu vas avoir dans la table des matières. Et je colle ça. Les agents IA, maintenant, ça vous fait rire ou couleur, je ne sais pas. On a des avatars IA. Ça vous fait rire, tant mieux. Donc, Google 3 nous crée de super avatars IA. Hier encore, OpenAI a sorti, on peut créer avec une application, on crée avec OpenAI Sora 2 des avatars IA qui sont complètement révolutionnaires. C'est-à-dire que vous voyez quasiment, vous pouvez, en fait, vous filmez
vous dites 3 mots, et ça y est, votre avatar IA est créé. Et après, vous avez quasiment prompté avec l'application OpenAI Sora 2, bah tiens, fais-moi une vidéo pour me dire que je suis sympa et que je sais nager la brasse dans la Seine. Et on vous voit nager la brasse dans la Seine. Toujours gratuit. Non mais, hein? Bon, il y a juste les versions, il faut les payer aussi. Hein? Et les liens, pareil. Tu vas sur Google, enfin là, il faut prendre un peu compliqué, il faut prendre l'application qui est sur Apple App Store, Open Sora 2. Google VO3, bah, peut-être te dira où aller. Alors, VO3, a priori, non. VO3 n'est pas payant. Il y a non, t'es limité. Moi, je suis Google VO3. Non. Raphaël? Si c'est payant avec des crédits, par exemple avec Google One, ça donne 1000 crédits et chaque vidéo générée, ça coûte un crédit environ. Mais tu as comme une première utilisation qui est gratuite. Tu peux créer un certain nombre de vidéos avec VO3 gratuitement. C'est un peu comme tout. Souvent, ces outils sont en fait ce qu'on appelle des modes freemium. Donc, c'est au début. Et quand tu vas aller beaucoup plus loin, tu payes. OpenAI Sora 2, pour l'instant, est gratuit, on verra. Et Meta aussi a sorti ses avatars IA avec Meta Vibes. C'est la 3e révolution qu'on vient d'avoir. Les IA, les agents IA et maintenant les avatars IA. C'est qu'en fait, maintenant, et l'avatar IA va vraiment, ça va être, je reprends l'exemple de Séverine, ça va être Séverine qui va parler à un coach avec ton speech et on va avoir Séverine qui bouge, Séverine qui fait des actions. Et il a des outils faciles. Vous avez fini de rigoler, maintenant, le sérieux, Charlie Essen. Ça prend le micro, vas-y. Rebonsoir. Donc, moi, j'ai 2 sociétés, une qui s'appelle Papa et Cube, qui fait du conseil, de l'accompagnement de société. Je vais me mettre là parce qu'il y a le truc qui ne me plaît pas. À côté de moi. Qui fait du conseil. Donc, j'accompagne des grosses sociétés, des banques, des assurances, justement. Le genre de questions auxquelles je fais face, c'est voilà, on a 10 000 utilisateurs, on voudrait passer à 100 millions. Comment on construit ce genre de système? Donc, ça, c'est ce que je fais un peu tous les jours. Et Nevra, c'est une société qu'on est en train de lancer qui fournit des ressources aux entreprises, ce qu'on appelle une SS2I ou une SN, pour justement aller renforcer les équipes sur tout ce qui est sujet de data et notamment IA. L'IA, avant tout un sujet de data, puisque pour moi, c'est juste l'IA, en fait, c'est quelque chose qui prend des données, qui les transforme et qui ressort une autre donnée. Je lui donne 3 images en entrée, je lui demande de mettre tout ce qu'il y a dans ces images sur une seule image, elle va me sortir une image. Donc l'IA, c'est pas un truc difficile à comprendre, c'est juste un algorithme en fait, on lui donne quelque chose et ça sort quelque chose. Et c'est rien d'autre de plus que ça, c'est un truc qu'on met dans un endroit et transforme une donnée dans une autre donnée. C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. C'est pas un truc magique, c'est pas un truc extrêmement compliqué, c'est juste un algorithme un petit peu particulier, mais c'est juste un algorithme. Donc je suis CTO. CTO, c'est ce qu'on appelle Technology Officer. C'est quelqu'un qui vient accompagner les équipes techniques pour les conseiller sur qu'est-ce qu'il faut faire, comment on le fait, comment on doit renforcer les équipes, quelle technologie, quel langage, et qui accompagne comme ça les sociétés. Et je suis aussi architecte de systèmes d'information. Donc, comme je disais, j'aide à construire en fait les systèmes, à les concevoir. Et aussi sur la donnée, c'est-à-dire comment en fait on va modéliser la donnée dans un système pour l'utiliser au mieux si on veut faire du TL ou si on veut faire de l'analytique ou différentes choses avec la data. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'IA, en fait, pour moi, c'est une surcouche qui vient manipuler de la data. Et aujourd'hui, si vous êtes en entreprise, s'il y a des chefs d'entreprise ou des gens qui ont des projets de data en entreprise, aujourd'hui, la majorité des projets échouent. Pourquoi? Parce qu'en fait, souvent, les gens prennent un petit dataset de données, qui sont les données un peu, ce qu'on va dire, froides. Ils font ce qu'on appelle un POC, un Proof of Concept. Et puis ensuite, sur cette base-là, ils se disent, bon, ça marche. Et ensuite, ils essaient de le mettre dans leur système d'information à disposition des utilisateurs dans les sociétés. Et en fait, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que la différence, c'est qu'une IA, elle a besoin de s'alimenter de données en temps réel. Et la grande difficulté aujourd'hui que les entreprises ont, c'est que leur système, la majorité des systèmes, y compris pour les banques, il y a très très peu de sociétés aujourd'hui, des systèmes qui sont prévus pour manipuler la donnée en temps réel. Donc si jamais vous avez ce genre de problématique dans votre société, aujourd'hui, pour moi, c'est à peu près normal, mais je ne suis pas le seul à le dire, il y a plein de statistiques là-dessus, qui sortent de beaucoup de cabinets de conseil, qui disent qu'aujourd'hui, on va dire plus de 80% des projets échouent et les entreprises sont en train de revenir en arrière en se disant bon ça échoue, on viendra
plus tard sur le sujet, parce que la problématique de l'IA, c'est de donner de qualité et en temps réel. Voilà, c'est un peu aujourd'hui ce qui se passe. Il y a eu un énorme engouement avec énormément de promesses dans toutes les sociétés. Je suppose que certains ont dû un peu subir ça. Et puis finalement, la majorité des cas ont échoué parce que les systèmes d'information n'étaient pas prêts pour fonctionner comme ça. L'autre point qui est intéressant aujourd'hui, c'est que je suppose que vous connaissez à peu près tous OpenAI et ChatGPT, mais des IA, il y en a beaucoup. Il y a des IA pour manipuler de la vidéo. Moi, en ce moment, je travaille sur un projet qui prend de la vidéo qui est un peu de la 3D et le transforme en qualité film cinéma hollywoodien. Donc en gros, là c'est une IA qui tourne sur mon ordinateur, donc que j'ai codé, qui prend une image et qui la transforme en une image qualité film cinéma. Voilà. Donc on peut aujourd'hui sur son ordinateur faire tourner beaucoup de différentes IA. La différence entre les services que vous allez utiliser en ligne, type OpenAI, ChatGPT ou Claude ou d'autres services, et les IA que vous allez faire tourner sur votre ordinateur, c'est que les IA qui sont en ligne vont avoir beaucoup plus de puissance de calcul. Donc, si on va chercher très très loin dans de la précision sur des documents, effectivement, on va avoir de précision. Le problème, c'est que quand vous utilisez des outils en ligne, vous donnez vos données personnelles, vos photos, vous les donnez à ces IA. Après, c'est un trade-off en fait entre est-ce que je suis prêt à donner toute ma vie, toutes mes données à une IA, un service en ligne, ou est-ce que vous allez préférer protéger un petit peu ça et puis utiliser quelque chose en local? C'est un peu ça là. Donc des IA, il y en a plein de différentes. Par exemple, vous avez donc ChatGPT qui est très précis pour faire certaines choses, Claude qui est de la société Anthropic qui est plus faite pour le code et ce genre de choses. Vous avez ensuite Grok, l'IA de Elon Musk, XAI. Il y a aussi Gemini de Google. Et en fait, ce qui est intéressant aujourd'hui, et c'est un peu en préparant le speech, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais passer comme message intéressant autre que technique? Et c'est un peu, voilà, c'est ce genre de message, je pense, qui est intéressant à passer aujourd'hui, c'est comment on peut aujourd'hui utiliser l'IA intelligemment pour soi-même être meilleur dans la société. Être meilleur, ça veut dire soit pour son boulot, soit pour aider les gens ou aider les autres. Et en fait, un des trucs qui est extrêmement intéressant aujourd'hui et une des qualités qui est recherchée par les entreprises, c'est est-ce que je vais savoir utiliser la bonne intelligence artificielle au bon moment pour faire la bonne chose? Ça, c'est vraiment quelque chose qu'aujourd'hui on voit émerger beaucoup. C'est-à-dire que les gens qui auront la connaissance variée des différentes intelligences artificielles et de savoir quand utiliser laquelle au bon moment, ça, c'est une qualité qui est de plus en plus recherchée par les entreprises. Quand on voit les embauches et quand on passe les entretiens, on voit que les gens commencent à s'intéresser un petit peu à est-ce que les gens sont un petit peu au courant de ce qui est en train de se passer. Donc, il y en a vraiment beaucoup, avec 3-4 qui sont à peu près majeurs, mais je pense que c'est important d'avoir la curiosité d'ouvrir un petit peu le champ au-delà de juste ChatGPT, puisque la majorité des gens vont se dire bon, j'utilise ChatGPT et je vais faire que du ChatGPT, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui se font. Je pense que vous avez tous utilisé les services vidéo qui permettent de restyler votre look pour... bon, je ne pense pas qu'ils font du TikTok les gens qui sont ici. Ah si, là-bas au fond, d'accord, voilà. Donc vous avez des... Moi je travaille souvent justement, c'est ce qu'on appelle du restyle de vidéo. C'est-à-dire que je prends quelqu'un qui est habillé normal et puis je le mets en dessin animé ou en... Voilà. Je travaille sur des trucs comme ça, un peu pour m'amuser pour un client. Donc c'est extrêmement puissant, extrêmement intéressant. Vous avez des IA pour faire de la musique, générer des morceaux à partir de rien du tout. Donc tout ça, c'est de l'IA. Et il y a vraiment énormément de services différents. Et je pense que c'est vraiment intéressant d'aller au-delà de juste se dire, bon, je connais, je crois que c'est Sumo que tout le monde utilise en musique, au-delà de ChatGPT pour l'IA, parce que vous allez découvrir plein de choses différentes avec des atouts et des faiblesses en fonction de ce que vous voulez utiliser. Et ça, c'est vraiment important pour moi de rester ouvert et d'avoir une culture générale un peu au-delà des services principaux. Ensuite, pour moi, il y a 3 formes d'intelligence artificielle que peut croiser en fait dans la vie de tous les jours. Ce qu'on appelle la GenAI. Donc la GenAI, c'est un peu celle que vous allez tous utiliser, c'est-à-dire
fais-moi le résumé d'une réunion, fais-moi le résumé de mon mail, transforme-moi mon image, et voilà. Donc ça, c'est un peu le truc un peu facile que vous allez utiliser en surface léger, et qui va rester dans vos ordinateurs, et qui est un peu le service grand public de l'intelligence artificielle. C'est ce que vous connaissez tous. Il y a l'IA qu'on va utiliser pour faire de l'analyse de données. Donc ça, je ne sais pas si ça va concerner certaines personnes ou pas ici. En gros, c'est l'IA qui va nous servir de relation dans les grosses bases de données, dans des grosses datasets, pour trouver des relations qu'un humain ne serait pas capable de trouver. Et alors, c'est assez marrant parce que bon, je n'ai pas d'anecdote là, mais je pourrais vous en trouver après en discussion s'il y en a certains qui s'intéressent. En gros, ce qu'on dit, c'est qu'on va donner en fait d'énormes quantités de données à de l'IA, et on va lui demander de trouver des relations entre les données. Et des fois, il y a des trucs qui sont absolument hallucinants, qu'aucun humain n'aurait été capable de percevoir, en fait, parce qu'on n'a pas juste le cerveau pour aller traiter autant de données à de très haute volumétrie, mais il y a des choses qui sont vraiment incroyables qu'on ne pourrait pas détecter, en fait, sans avoir cette capacité d'intelligence artificielle. Et puis, il y a l'IA qui, moi, m'intéresse le plus, c'est-à-dire celle qui est en train d'arriver en fait, dans les sociétés, celle qui va traiter les données en temps réel et les transformer. Typiquement, tout à l'heure, j'étais chez un groupe de luxe, et j'avais travaillé pour Chanel à un moment donné. Ils ont des caméras dans les magasins, et là, l'idée, c'était de détecter en fait, en temps réel quel est le client qui rentre, de façon à savoir très rapidement pour le vendeur qu'est-ce qu'il a acheté dernièrement, quel est l'état du client, quels sont les derniers échanges qu'on a eu avec lui, ce genre de choses. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, ce que moi j'appelle l'IA qui va dans les systèmes d'information. Et ça, c'est vraiment puissant parce que ça permet de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant, notamment savoir en temps réel qu'est-ce qui est en train de se passer dans un magasin, dans une rue, dans un stade de foot, ou n'importe où. L'autre sujet qui était intéressant, je trouve, à aborder, je ne sais pas si il y a OpenAI qui a sorti un rapport récemment où ils ont en fait dans 44 métiers avec à peu près une moyenne d'expertise de 14 ans. Donc ils ont pris des tâches en fait qui seraient effectuées par certains profils d'expertise dans 44 métiers. Ils les ont demandé à l'IA de le réaliser, à différentes IA. Donc, il y avait Claude, il y avait OpenAI, il y avait Gemini, voilà, tout est disponible en ligne. Et en fait, ce qu'ils sont aperçus, c'est que donc il y a les résultats. Donc, chaque IA a ses forces et ses faiblesses. Donc, c'est là où on dit, en fonction de ce qu'on va faire, on ne va pas aller taper la même IA. Et en fait, ils se sont aperçus que actuellement, dans un cas sur deux, l'IA donnait une meilleure réponse que les experts avec 14 ans d'ancienneté. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, aujourd'hui, quand on dit l'IA va remplacer les métiers, on en est loin. On en est très très loin, ce n'est pas encore le cas. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'ils se sont aperçus que, en fait, finalement, au-delà de remplacer en fait, les gens, j'en parle parce que les gens se disent « Ah, l'IA, il y a une certaine crainte, on a peur, qu'est-ce qui va se passer, tout ça. » Et en fait, dans tous les métiers, quand on regarde, ce qui se passe, en fait, la tendance actuelle, c'est de dire finalement les opportunités à saisir et dès aujourd'hui, c'est que ce qui est recherché, c'est la compétence des gens qui vont augmenter leur métier avec l'IA. Et là, alors s'il y en a qui veulent changer de boîte, c'est le moment, parce que les salaires ne sont pas légèrement supérieurs, ils sont entre 2 à 4 fois plus élevés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui rentre dans une société, alors peut-être pas en France, en tout cas, dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, c'est tellement valorisé et tellement recherché la compétence que globalement, ils sont prêts à payer beaucoup plus cher pour des gens qui savent utiliser l'IA, augmenter leur métier en utilisant l'IA. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que au-delà d'avoir peur en fait de l'IA, les gens qui vont l'épouser et l'épouser rapidement, eux, en fait, ils vont en tirer un réel avantage. Et là, c'est dans les 5 ou 10 ans. Après, ça sera organisé, donc ce sera vraiment intéressant. Donc là, le message que j'ai envie de faire passer, c'est si jamais vous avez envie de changer de boîte pour augmenter vos salaires, les opportunités, elles vont être dans les 5 ans. Et là, il y a vraiment des choses intéressantes à faire, puisqu'on voit que non seulement les sociétés n'embauchent pas moins, et dans les secteurs en fait, où on valorise l'IA avec le métier, elles embauchent plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens sont plus efficaces,
Donc, comme ils sont plus efficaces, on a envie d'aller plus vite que la concurrence. Et comme l'humain était là pour driver l'IA et non pas se faire remplacer par l'IA, en fait, globalement, on se rend compte qu'il va y avoir à nouveau une course à l'humain qui est capable de piloter l'IA. Et là, on en arrive à un autre truc très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, en fait, la qualité, la principale caractéristique de ce qui est recherché, c'est non pas de se dire je vais remplacer l'humain par de l'IA, mais ce qu'on cherche, c'est des profils experts. Donc il y a aujourd'hui, sur les profils juniors dans la société, tout le monde est en train de se dire bon, ben, les profils juniors, ils sont tous remplacés par l'IA. Ça c'est une réalité. C'est-à-dire que les gens ils ont énormément de mal à trouver du travail parce que en fait, l'IA est à un niveau pas expert, mais à un niveau où tout ce qui est junior peut être fait par l'IA, peut être automatisé. Par contre, les experts qui aujourd'hui sont capables de comprendre à quel moment on peut parler à une IA pour lui faire générer des données qui seront plus avantageuses par rapport à telle situation ou telle situation, ceux-là, ils ont extrêmement de pouvoir demain pour aller chercher plus du meilleur emploi ou aller dans d'autres sociétés. Et ça, c'est extrêmement intéressant, je trouve, parce que finalement, ça va à l'opposé de la tendance, en fait, et de ce que les gens pourraient dire. Aujourd'hui, on voit, moi, à chaque fois que j'ouvre LinkedIn, je vois les développeurs vont être remplacés, les commerciaux vont être remplacés, les gens qui font du marketing vont être remplacés. En fait, c'est pas du tout le cas, en fait. Les gens qui savent utiliser l'IA, qui seront à peu près en moyenne 1,5 fois, 1,8 fois plus productifs, eux, en fait, ils ont un boulevard devant eux. Donc le message ici qui est intéressant, je trouve, c'est de se dire que si jamais vous avez peur de l'IA et que vous vous dites zut, est-ce que je suis sur un fil, est-ce que je vais me faire virer demain, très honnêtement, si vous maîtrisez l'IA, si vous savez travailler plus vite avec l'IA, vous ne serez clairement pas remplacé. Par contre, ce qui va être extrêmement intéressant, c'est dans certaines situations, c'est savoir comment driver l'IA pour lui faire cacher la bonne data de façon à sortir une donnée, quelque chose qui a plus de valeur que ce que quelqu'un qui n'est pas drivé avec l'IA serait capable de sortir. Et ça, c'est vraiment, vraiment la tendance qu'on voit. Le rapport de OpenAI est sorti la semaine dernière, il est tout frais, et il va à l'opposé complet de toutes les croyances qu'il y a depuis 1 an ou 2, où on se dit on va remplacer les développeurs, on va remplacer les gens. C'est pas du tout le cas. Donc, sur le dernier point, comment se préparer? Pardon? Donc, apprends, ça me plaît. Oui, je comprends pourquoi. Comment se préparer? En gros, moi, je vous invite vraiment à... faut apprendre à prompter. Donc, prompter, c'est comment on parle à une IA. Il y a des façons de faire. Il y a à peu près 20 ou 30, ce qu'on appelle des patterns, des motifs. Donc ça, si vous voulez, on peut en parler après. Parce qu'en fonction de quel problème on va vouloir résoudre, on ne va pas parler et on ne va pas interroger l'IA de la même façon. Parfois, on va juste lui dire, tiens, traduis-moi ça, elle va le traduire. Et après, ça peut être intéressant, par exemple, de passer par un pattern où on va lui donner un exemple et on va lui dire, sur la base de cet exemple, peux-tu résoudre tel et tel et tel use case? Ou alors, on va... Donc, comme ça, en fait, il y a à peu près, je ne sais plus, 20 ou 30 façons de discuter avec l'IA. Donc ça, vous pouvez les trouver sur Internet. Et en fait, c'est en expérimentant, c'est en essayant, en refaisant, vraiment, il faut insister, que vous allez vous perfectionner sur ce qu'on appelle le prompt. Donc c'est un petit peu technique parce que ça demande effectivement à comprendre en fait comment une IA réagit par rapport à la façon dont on va lui parler. Mais une fois qu'on maîtrise ça, il y a vraiment un gap entre les résultats que quelqu'un qui ne connaît pas ces patterns va être capable d'obtenir et quelqu'un qui les maîtrise va être capable va pouvoir obtenir. Et on n'est pas encore, faut être réaliste. On dit oui, on peut demander n'importe quoi à l'IA et tout ça. Non, non. L'IA, c'est comme un enfant, c'est comme une personne adulte. Plus vous allez lui donner du contexte intelligemment, plus vous allez savoir lui expliquer en fait la situation, et plus elle va être précise. Et moins vous serez précis, et moins elle sera précise. D'ailleurs, dans l'étude de OpenAI, ils ont refait ils ont refait le test en fait avec les tâches en enlevant le contexte. Donc le contexte, c'est je lui donne un minimum d'informations, et là les performances de l'IA se sont complètement écroulées. Donc c'est intéressant parce que
On voit que finalement, la compétence qui va être recherchée en fait, dans les années qui vont arriver, c'est vraiment cette capacité à comprendre quel est le contexte, ce qu'on appelle l'analyse métier, en fait, que ce soit en marketing, en sales ou dans n'importe quel domaine. Et à partir de ce contexte-là, comment je vais transmettre ce contexte à l'IA, comment je vais décrire ce contexte, avec quel pattern, pour qu'elle me sorte la meilleure information. Et c'est là, en fait, où va se faire toute la différence pour moi entre les gens qui vont stagner et, je pense, vraiment être, pas remplacés, mais un peu mis de côté, et les gens qui vont vraiment pouvoir profiter de l'IA pour rebondir et aller beaucoup plus loin dans la performance qu'ils pouvaient faire avant. Voilà. Je ne vais pas parler technique parce qu'effectivement, j'aurais pu parler technique, mais je pense que ça va pas trop vous intéresser. Mais je trouve intéressant de partager avec les gens cette information parce qu'effectivement, je vois beaucoup de gens qui craignent, qui se disent « Ouh là là, où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qui va se passer ?» Et voilà. Et en fait, je pense que c'est important de se préparer, en fait. Moi, je code les systèmes qui vont remplacer enfin, on peut dire comme ça, qui vont remplacer vos métiers. Je fais ça tous les jours, hein. C'est mon expertise, on m'appelle pour ça. Et je dis aux gens, en fait, le but, c'est pas de remplacer les métiers. Le but, c'est juste de permettre aux gens d'aller plus vite, plus facilement. Et je vois beaucoup de gens qui sont inquiets. Je discute avec tous les métiers, ils me disent, mais attends, mais si on automatise ça, qu'est-ce que je vais faire et tout ça? Et le but, justement, c'est pas de les remplacer, c'est juste de leur apprendre à être plus efficaces de façon à délivrer plus de valeur quand ils travaillent dans le temps imparti. Voilà. Merci Charlie. Merci Charlie pour cette intervention sur, vous avez compris comment utiliser un bon prompt, tout est inclus dans la communauté qui est offerte, vous verrez les liens après. Maintenant, on a pour la dernière slide, avant les bonus, Mario Kaneski, à toi. En continuant ça que Charlie vient de parler, dans mon métier, la relation publique, la communication, je ne peux pas imaginer aujourd'hui sans l'IA et sans RP aussi. Parce que ça me permet d'être plus efficace dans la communication, ça m'aide à optimiser. Par exemple, pour créer un press release pour la presse, ça ne me prend pas beaucoup de temps. En même temps, qui ça m'aide aussi, mes clients par exemple, peuvent accompagner tout le temps, immédiatement, en live, comment ça se passe la promotion de son projet, comment ça, si on doit changer quelque chose, la stratégie, tout ça. Et en parlant de RSE, ça me permet aussi avoir des innovations responsables, de chercher aussi des outils pour aider aussi dans une communication plus transparente et éthique. Ça, c'est bon. Pour moi aussi, la plupart de mes clients m'appellent, me font appel pour, parce que ces contacts humains, ça ne va pas du tout changer. Et, dans la relation publique, c'est très important parce que c'est ça qui va nous permettre de faire créer des connexions, de faire des business après, de travailler pour l'image aussi. Et moi, je suis très content que l'IA est là, ça existe, parce que pour moi, ça aide beaucoup dans la communication. Et c'est ça. Et je peux aussi être plus efficace. Moi, je organise aussi un événement du festival du diversité et inclusion qui s'appelle Casaraha. La dernière édition, j'organise depuis 2020. La dernière édition où j'invite les indigènes, les noirs, toutes les minorités, on dit, pour discuter la diversité, la durabilité depuis 2020. Et la dernière édition, c'était à la Cité universitaire de Paris qui a entendu parler, qui m'a invité pour organiser une conférence là-bas pour parler de transgenres dans l'espace académique. Ça reste beaucoup encore de préjugés, c'est très difficile. Et bon, c'est ça un peu ce que je peux partager de
pour d'autres, mon métier, ma passion. Merci Mario. Et bien ça y est, c'est fini. Merci à tous. Jérôme, tu peux rester assis 2 minutes encore, merci. Il y avait des cadeaux, donc c'est toi qui distribues les cadeaux. Tu vois ceux qui lèvent les mains. C'est pas pour toi le cadeau, c'est toi qui tu les distribues, c'est pas pour toi. Donc pochette The Pulse. Et il y a Gagné, je peux pas les vendre tant qu'à faire. Et on a un partenaire aussi, Champagne Gustave Eiffel, qui offre 2 bouteilles de champagne. C'est pour faire quoi? Pour les boire, champagne. Non, c'est pas toi. Tu peux pas être, c'est pas jugé parti. Hein? Mais tu peux demander, mais je peux répondre. Ah, pardon, je t'ai répondu avant, donc tu poses la question là. On coupe. Alors, on coupe avant qu'on coupe, parce que Raphaël m'a dit qu'on n'a plus de batterie, ça tombe bien, on est dans le timing. Je voulais encore vous remercier d'être là. Merci à tous, on peut vous applaudissez. Merci de la photo pour l'accueillir. Merci Mario, mon ami Charlie. Et maintenant, on agit. Maintenant, comme elle a travaillé de ma copine Capsi là, la brésilienne, maintenant on agit. Maintenant, on a tous ces moyens qui vous sont offerts pour s'entraider. Donc, Mario a offert un guide pour une communauté responsable. Il y a d'autres guides que je vous ai expliqués pour obtenir des subventions dans l'IA. On a une communauté IA qui est mise à votre disposition gratuitement. Vous n'avez absolument jamais rien à payer aujourd'hui et demain. Parce qu'aujourd'hui, l'information avec l'IA est gratuite. Et donc, si on va s'entraider, c'est un plaisir. Donc, c'est une communauté, vous ne mettez pas de carte bancaire, vous venez, on s'entraide et après, on se revoit. Donc, le prochain IA After Work est encore au Quai de la Photo le 12 novembre. Donc, vous pouvez déjà prendre vos places. On va bientôt être full. On a aussi ces fameux prompts, comme l'a très bien dit Charlie, parce qu'aujourd'hui, on a l'habitude de poser des questions avec des textes. Maintenant, si on pose des bons prompts, c'est hyper important d'avoir des bonnes réponses. Donc, je vous ai mis toutes sortes de modèles de prompts pour créer des agents IA. Pour la multifusion, tu veux dire quelque chose après? Oui. Sur les prompts, mais je pense que c'est pas pertinent. Si, c'est pertinent. Je suis juste bonus, après que tu peux y aller. Une académie où on passe ensemble des formations. On peut passer ensuite des certifications. Tout ça, c'est gratuit. Donc, si après il y a des certifications Google, peut-être vous avez payé une certification, mais tous les cours, toute l'académie est entièrement offerte. Des réductions sur les outils, parce qu'aujourd'hui, l'idée, c'est que si on est fort, on peut avoir des réductions sur des ordinateurs, sur des outils qui peuvent être payants. Et donc, l'idée, c'est vraiment de créer ce groupe, cette IA After Work, cette communauté, ensemble, et enfin des tutoriels simples, étape par étape, pour réussir à passer avant. Tu voulais dire un mot? Même s'il y a des tutoriels, ça va répondre à ma question. Mais ma question, elle était simple, c'est que quand on est un utilisateur lambda, c'est-à-dire pas du tout technique, et bien nul en informatique, ce qui est mon cas, est-ce que c'est lucide de penser que les prompts, on peut les faire à l'oral? Parce que moi, ma communication avec ChatGPT, elle n'est que à l'oral. Et c'est extrêmement rebutant d'avoir à se dire que s'il faut passer par une étape écrite, où on doit démarrer son truc avec des hashtags, des conneries, on a l'impression de se dire, waouh, je ne suis pas codeur, donc j'arrête, j'essaye même pas. Est-ce que c'est possible de continuer à l'oral à un certain niveau? C'est pas du tout une question de caractère et tout ça, c'est plus une question de comment tu vas t'adresser. C'est comme quand je m'adresse à une personne, en fait. Si je te dis range la pièce, bon, tu ranges la pièce. Si je te dis, bon, est-ce que tu planches là-bas, les mettre à gauche, là les rideaux, il faut les plier, je te guide. Et donc, toute la différence qui va se faire entre les gens qui vont être vraiment capable de sortir des choses vraiment à très forte valeur ajoutée, ça va être à quel point elle est capable de guider l'IA. L'IA, en fait, elle ne va pas remplacer les gens, elle va juste remplacer une petite partie du métier. Par exemple, pour le développeur, elle ne remplace pas la phase d'analyse, de comprendre qu'est-ce que les gens veulent, elle ne remplace pas la phase de est-ce que l'IA a bien écrit, c'est valide et tout ça, elle va juste remplacer finalement ce que je tape au clavier. Et c'est juste ça. Donc, et je pense que ce qui est intéressant, c'est que pour chacun réfléchisse à dans quelle étape de mon métier l'IA, ce que disait tout à l'heure Christophe, c'est ça? Ouais. On parlait tout à l'heure. À quel moment dans mon métier l'utilisation de l'IA va avoir le plus de valeur? L'IA ne sera pas capable de comprendre qu'est-ce que va vouloir un client. Par contre, elle va être capable de taper entre guillemets au clavier beaucoup plus rapidement que moi. Et c'est là où je vais l'utiliser. Par contre, après, il va falloir que j'ai l'expertise pour valider en fait ce qu'elle a fait. Donc finalement, et c'est un peu la tendance aussi qu'on voit, c'est que finalement, les gens qui vont être de plus en plus experts dans leur métier, eux, leurs salaires vont monter et vont être de plus en plus recherchés.
Et ceux qui ne seront pas experts et qui ne vont pas trop se bouger, eux, par contre, je pense qu'ils vont être balayés très rapidement. Donc, il y a un choix. Et le choix, je pense qu'il se fait vraiment en ce moment. C'est pour ça que moi, je vous invite vraiment à aller expérimenter, prendre ces prompts, prendre ces façons de faire, les apprivoiser pour être sûr que demain, vous serez capable de l'utiliser au mieux dans votre métier. Charlie, et tu as complètement raison, et je vais même un peu plus loin pour ton cas d'usage qui est très intéressant, la voix, l'IA. Moi, j'ai l'IA sur mon téléphone, et je lui parle avec la voix. Peut-être une solution qui peut être de reprendre l'historique de ta conversation. Comme tu as donné ce qu'on appelle ce fameux prompt, tu as déjà du contexte. Si tu as, au lieu de recommencer une nouvelle conversation via la voix, tu te souviens d'eux, est-ce que tu te souviens, et ils me répondent du point par point, oui, oui, oui. Exact. Voilà, mais ce que je veux savoir, c'est que, est-ce que pour avoir un usage plus précis, ouais. genre justement envoyer des emails et tout, quand on va ouais. commencer à parler à l'agent leader, ouais. Est-ce que lui, il y a un outil à l'oral où il faut faire un chat écrit? On attend des réponses de Google, ça tombe bien là, si on peut avoir des en-premières de Google avant l'annonce officielle. La réponse elle est simple, c'est du voice to text. Donc à la fin des fins, c'est du texte. En texte et en prompt. Donc que ce soit à l'oral ou à l'écrit, ça ne change rien. Oui, mais si, pour mon renfort à moi, parce que je m'explique pas. Continue à l'oral. Mais en fait, il y a des méthodes. Mais en fait, le plus important, c'est qu'il y a des méthodes justement pour prompter. Donc il y a un acronyme qui s'appelle COSTAR, c'est le contexte, c'est l'objectif, le style. Et à partir de ça, c'est un peu ce qu'avait montré justement Franck sur ces fameuses balises. Là, je ne sais pas si il a dit le contexte. Donc, tu vas préciser exactement quelles sont tes attentes. Et en fait, il y a déjà le type de base, c'est de dire en tant que, tu commences ton prompt en disant en tant que financier, aide-moi à optimiser ma feuille d'impôt. En tant que médecin, moi, voilà, je saigne du nez, qu'est-ce que je peux avoir? Enfin, tu vois, déjà, donc tu restreins un petit peu et tu cibles. Oui, tu contextualises en fait. Hein, Une petite précision, c'est qu'il ne faut pas hésiter aussi à utiliser l'IA en générateur de prompt. Quand vous pouvez, par exemple, faites vous-même votre prompt et après soumettez-la à l'IA en critique et dites-lui simplement améliorer. Et vous allez voir, la création de prompt par l'IA, c'est extrêmement puissant, ça fait des résultats beaucoup puissants. Parce qu'elle sait exactement ce qu'elle veut, quoi. Ouais, c'est vrai. Moi, je fais ça très souvent, en fait. Alors, petite astuce, je passe l'info. Hein. Il y a un truc utilisé par tous les cabinets de recrutement. Si vous faites un CV, après, vous mettez l'annonce et le CV dans ChatGPT et vous lui dites à quel point mon CV match avec l'annonce. Et ça, c'est un truc qui est utilisé aujourd'hui par tous les cabinets de recrutement. Donc, plus ChatGPT va vous dire, et là-dessus, vous pouvez aller sur ChatGPT et pas sur les autres, c'est un problème, ils utilisent tout ça. Donc ça, c'est une technique, en fait, pour, si vous cherchez un emploi ou si vous avez envie de changer de job, pour être sûr que les tris automatiques qui sont faits aujourd'hui par ChatGPT, parce que c'est fait comme ça, vous allez sortir dans les premiers. Voilà, petite astuce. Et des trucs comme ça, il y en a dans tous les métiers. Et donc, c'est important, c'est un peu le but de la communauté, c'est important de s'échanger ce genre de... Parce que si vous ne savez pas à quel point votre métier, à quel point votre CV matche avec l'annonce et que ce tri est fait automatiquement, en gros, vous mettez une balle dans le pied. Alors que ça prend 2 secondes à faire. Et en plus, ChatGPT va vous donner toutes les informations pour améliorer, pour matcher vers le 100%. Donc, c'est gratuit, ça prend 2 secondes. Et ça va vous permettre d'être sélectionné, alors que si vous ne le faites pas, vous ne serez pas sélectionné. Et ça, dans tous les métiers, il y a des techniques, des astuces à connaître. Et c'est un peu le but, moi, je trouve, de se rencontrer et d'échanger. C'est justement de se dire, tiens, moi, je fais du marketing. C'est quoi, comment les gens utilisent ChatGPT dans le marketing ou dans le sales ou dans ce genre de choses? Mais dans ces cas-là, effectivement, mon meilleur ami l'IA me dira, je lui présente mon CV, il va me dire, pour ton boulot, pour ton poste, pour cette entreprise, il vaudrait mieux l'arranger ainsi. Exactement, exactement. On a encore besoin de ce groupe de parole, étant donné qu'avec l'interaction... Bonne question. Peut-être qu'on n'a pas besoin de ce groupe de parole, mais je conclurai là-dessus. Moi, je pense qu'on a peut-être besoin de l'IA, peut-être qu'on a aussi besoin de ce groupe de parole. Et maintenant, moi, je vous demande une chose à vous tous. Vous nous avez écouté de l'IA, je vous ai parlé des agents IA, je vous ai parlé des avatars IA. Je vous demande une chose, c'est que peut-être qu'on a besoin aussi de se réunir dans cette communauté. Et cette communauté, c'est la nôtre. Elle est gratuite, ça sera toujours gratuite. Le café, le Péniche de la photo, je vais y arriver, je vous héberge gratuitement. Si on fait venir encore plus de monde, ils vont être encore contents. On va peut-être être plus BSA grâce à eux. Donc, en fait, si vous arrivez à faire passer le message de rejoindre cette communauté et de s'inscrire sur TIA After Work, on aura peut-être plus de on va pouvoir encore mieux s'entraider avec des speakers encore plus intéressants que moi et qui parlent mieux. Je vous demande de faire passer le message pour rejoindre tout le monde pour cette TIA After Work. On finit? Vas-y, Charlie.
ou même si jamais vous avez vous voulez traiter précisément, n'hésitez pas, c'est aussi le but, hein, parce que on peut faire des démos technologiques. Moi, j'aurais pu montrer ce que je fais en ce moment sur la vidéo. C'est vraiment impressionnant et c'est vraiment bluffant. Quand j'ai commencé, je pensais pas du tout arriver à ce genre de résultat. Donc, si vous voulez des démos ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le demander. On peut faire des démos sur plein de choses, plein de trucs que je fais toute la journée qui vous intéresseront tout, mais des choses qui peuvent être un peu plus intéressantes, comme les restyles de vidéos, ce genre de choses, ou le travail sur les images. Si vous avez besoin, par exemple, de faire de la retouche d'image, on peut vous montrer, on prend une image et on la transforme bout par bout, pièce par pièce, en mixant les éléments et ce genre de choses. Donc, si vous avez des idées comme ça particulières, n'hésitez pas. C'est aussi des démos qu'on peut organiser parce qu'on sait le faire. Voilà. Merci au Quai de la Photo, merci à vous. Voilà. On va allumer la lumière.